Pascal. Est-ce que tu peux nous présenter les 3 vins qui pour toi représentent le mieux ton domaine? Eh bien Pascal, j'ai choisi aujourd'hui de présenter 3 vins du terroir Brudertal. C'est le Grand Cru de Molsheim. Et j'ai choisi de les présenter pour une raison simple, c'est-à-dire que je pense qu'il faut vraiment mettre en avant les grands crus d'Alsace comme fer de lance, pour ensuite décliner tous les terroirs où on a la chance de travailler en Alsace. De partir d'abord de cette base, puis ensuite de pouvoir expliquer les suivants à nos clients, à tous les gens qui s'intéressent en Alsace. Donc c'est vrai que le Brudertal, moi j'ai choisi ce terroir pour 3 raisons principales. Évidemment, je viens de le dire parce que c'est le fer de lance, parce que pour moi c'est le terroir le plus emblématique de la ville de Molsheim, donc parce que je suis vigneron dans ce coin et que j'ai envie de supporter les vins de la région. Et la 3e raison, c'est parce que c'est un clin d'œil à mon père, parce qu'il a toujours été le fervent défenseur de ce cru, et voilà, j'avais envie de lui rendre hommage par le biais de cette présentation. Donc aujourd'hui, je vais présenter 3 vins du Brudertal sur 3 cépages différents. J'aimerais d'abord qu'on parle un peu du cru en lui-même avant la dégustation, déjà de l'étymologie du mot Brudertal. Bon, c'est toujours intéressant de décortiquer un mot pour comprendre d'où il vient, comprendre un peu la dimension historique du cru. Bruder, c'est le frère, et Tal, c'est la vallée. Donc la référence à la vallée des frères, ça fait allusion aux moines. Il y a plusieurs successions de moines qui sont venus à Molsheim, les cisterciens, les jésuites et les chartreux. Ils ont eu chacun une influence sur le vignoble, notamment les chartreux. Donc les chartreux ont eu de 1600 à 1800 des vignes dans la région de Molsheim. Donc ils ont fait un gros travail de cadastre, un gros travail de production et de promotion des crus. Il y a eu aussi l'évêché de Strasbourg qui a eu une possession dans le Brudertal. Ça, on a des traces depuis 1316. Donc on a vraiment une profondeur historique du cru. Ça, j'insiste toujours sur ça parce que c'est un peu une histoire à la Bourguignonne. Tous les ordres et tous les monastères, les moines, les gens du monde religieux ont aidé à implanter le vignoble et à le développer. Donc ça, c'est toujours très intéressant de le souligner et de le mettre en valeur. Ensuite, j'aimerais bien qu'on parle aussi du cru, du terroir d'un point de vue unité géologique, climatique. C'est relativement un terroir relativement petit en termes de taille, 18 hectares. Donc les générations précédentes n'ont pas eu les yeux plus gros que le ventre. Et ça, franchement, c'est intéressant parce que c'est homogène d'un point de vue géologique, d'un point de vue climatique, et d'un point de vue globalement géographique. Ça, c'est superbe. On est sur un sous-sol du Trias, du Muschelkalk, donc un calcaire coquillé, très dur, avec une couche de marne qui va recouvrir ce calcaire. Donc ensuite, pendant la dégustation, j'aimerais bien qu'on voie un peu aussi comment ce calcaire, ces conditions climatiques vont influencer les vins de ce cru. On est aussi sur une cuvette à l'abri de la vallée de la Bruche. C'est la vallée de la Bruche qui conditionne tous les vins de Molsheim. Le Grand Cru Brudertal, ça va faire une cuvette, un amphithéâtre, un peu à l'écart de cette vallée de la Bruche. Donc, les vins de ce cru, les raisins, les vignes, vont être protégés des vents froids de la vallée. C'est donc quand même un terroir qui a tendance à développer du botrytis, des pourritures nobles, un terroir qui réchauffe assez vite, mais du fait de son exposition sud-est, sud-sud-est, mais aussi, grâce à cette couche de marbre, on va avoir une réserve hydrique qui est particulièrement sympa, surtout avec ce réchauffement climatique actuel. Une question qui me vient à l'esprit, est-ce que le Brudertal, de par l'histoire, a toujours été cadastralement là, au même endroit? Enfin, je veux dire, ça a toujours été les mêmes parcelles ou elles ont évolué? Elles ont évolué. Au début, le Brudertal, c'était plutôt un lieu-dit plus restreint. Et là, on est passé à une vision un peu plus élargie du grand cru, enfin du terroir, et ensuite du grand cru. Chose qui s'est passée sur plusieurs grands crus, mais c'est vrai que là, on était sur un terroir un peu plus restreint. Mais on garde quand même une unité d'exposition et de sous-sol. Ce que je veux dire, la géologie reste la même. La géologie reste la même. En fait, on a intégré le lieu-dit Brudertal avec 2 autres lieux-dits. Un lieu-dit qui s'appelle Steinweg, qui fait directement référence à une carrière de pierre.
Le nom. Oui, le nom, tout à fait, et c'était organisé sous forme de terrasse. Et il reste encore certaines parcelles qui sont orientées différemment dans le Grand Cru. Et ensuite, c'était un autre Grand Cru qui s'appelle, un autre terroir, pardon, qui s'appelle le Seiler, et où là, il aura une exposition un peu plus sud-est, alors que le cœur du Brudertal serait quand même plutôt l'exposition sud. Mais ça correspond quand même à cette même cuvette. C'est une pente relativement faible, et c'est une très belle exposition, et toujours des sols qui réchauffent très très vite. On est à quelle altitude à peu près? On est autour de 300 mètres, 330 mètres, relativement, oui. Donc ensuite, peut-être qu'on va passer à un premier vin. Allez, C'est parti. J'ai choisi 3 cépages qui pour moi expriment plusieurs facettes du Brudertal. C'est une question que je me suis souvent posée, l'accord entre les cépages et le terroir. Pour moi, un terroir, il doit évidemment sublimer le cépage, mais il doit lui apporter une complexité qu'on n'aurait pas ailleurs, une profondeur en termes de matière, en termes de salinité, de longueur en bouche. Mais bon, on va donc parler de texture, et on va aussi parler des apports sur le plan aromatique. Sur le premier vin, j'ai choisi d'abord un Riesling, j'ai ensuite du millésime 2017, j'ai ensuite choisi un Muscat du millésime 2015 et un Pinot Gris du millésime 2015. Donc 3 millésimes relativement chauds et relativement récents, parce que déjà c'est des millésimes que j'ai vinifiés moi-même. Je voulais vraiment présenter des vins où j'ai maîtrisé de bout en bout la production, et je voulais aussi avoir une gradation en termes de sucrosité. On parle beaucoup de sucrosité en Alsace. Pour moi, la sucrosité des vins, c'est pas un gros mot si on a du vin derrière, si on a du fond. Pour moi, je considère la sucrosité comme dans l'ADN des vins d'Alsace, mais il faut qu'elle soit lisible et compréhensible. D'ailleurs, cette question de lisibilité, elle est aussi à prendre en compte dans les terroirs. Terroir et sucrosité, c'est super, mais il faut pouvoir les lire, il faut pouvoir les comprendre avant d'avoir la surprise dans le verre. J'insiste parce que souvent maintenant on fait la chasse un peu au sucre maintenant. Maintenant on veut des vins tendus, sur la tension, sur vraiment un côté très sec. Il y a 20 ans c'était exactement le contraire. Voilà, c'est des cycles. Il ne faut pas tout jeter ce qu'ont fait les générations précédentes. Il y a aussi eu des raisons. Donc moi, j'ai pas envie d'être binaire et de tout jeter. J'ai vraiment envie d'essayer de l'expliquer, de l'intégrer. Et c'est pour ça que je tenais à faire un petit commentaire là-dessus. Donc là, on va démarrer avec un Riesling. Donc sur le terroir du Brudertal en 2017. Moi, j'ai souvent l'habitude de dire, ce qui est intéressant avec le Brudertal, c'est que c'est un terroir qui va s'exprimer sur le calcaire, c'est-à-dire en termes de texture avec une certaine amplitude. Le calcaire, ça donne quand même des vins en termes d'acidité, en termes de texture en bouche, qui sont plutôt larges, plutôt amples, plutôt des vins massifs. C'est un terroir sédimentaire, et ça donne toujours des acidités assez présentes et des vins plutôt sur des matières larges. On va pas être sur le profil aérien très vertical de quelque chose comme un vin qui serait plutôt basé sur des granites par exemple, ou des sols comme des schistes, où ça va donner des vins très droits, très fins. Là on va plutôt être sur des vins plus, j'allais dire entre guillemets bourguignons, mais plus amples, plus ronds. Plus enveloppant. Ouais. Oui, plus enveloppant, tout à fait, ouais. Donc là, sur ce cépage, ça s'exprime par une acidité assez marquée, tout de suite assez présente, et aussi par ce côté onctueux, assez fin.
C'est sûr que le Riesling, c'est toujours un beau cépage pour délimiter, entre guillemets, un terroir. C'est-à-dire pour d'abord, c'est toujours un bel exercice pour un peu trouver les notes identitaires du terroir. On peut évidemment parler du caractère salin aussi du Brudertal, qui là s'exprime bien. On est sur un Muschelkalk avec beaucoup de fossiles marins. Muschel, évidemment, un mot allemand qui veut dire la coquille. Kalk, le calcaire. Donc le calcaire coquillé s'exprime très très bien ici. Et on a ce côté très salin qui va apporter vraiment des notes intéressantes en termes de gastronomie. Il y a aussi, ce que j'aime beaucoup sur ces vins du Brudertal, il y a toujours un peu des amertumes qui se dénotent en fin de bouche. On va avoir un équilibre amer-acidité qui est pour moi une des choses les plus intéressantes en termes de gastronomie, en termes d'accord. Toujours travailler sur ce binôme amer-acide. Après, c'est des vins qu'il ne faut jamais hésiter sur les vins du Brudertal. Évidemment, comme tout vin qui a de la personnalité, qui a un lien au terroir, c'est des vins qu'il faut toujours ne pas hésiter à les ouvrir, à leur laisser s'exprimer avec un peu d'oxygène pour qu'ils prennent un peu plus leurs aises. Tu peux rappeler le millésime? Alors, tout à fait, c'est millésime 2017, qui est un millésime relativement chaud. C'est pas le plus chaud des millésimes qu'on a eu ces dernières années, parce qu'on est vraiment monté très très haut en termes de chaleur. C'est un millésime que j'aime beaucoup, parce que on a eu, notamment à Molsheim, des périodes un peu plus froides qui nous ont permis de préserver les acidités du millésime. On a des très très belles acidités, on a des vins avec de la profondeur, et c'était pas forcément un millésime simple, mais c'était un millésime qui est pour moi synonyme de garde, et je pense qu'il va être prometteur. Parce que là on est vraiment sur je le dis souvent, mais sur un bébé. Tout à fait, ouais, sur un bébé. Alors, c'est vrai qu'on peut se dire, moi j'ai toujours l'habitude de dire, même si c'est un bébé, on peut sentir le potentiel. Ouais. Après, c'est vrai, tu as raison Pascal, on va pouvoir envisager une vie longue. Évidemment, c'est un vin de garde, on va pouvoir se dire, dans les 15 prochaines années, 20 prochaines années, ça va être un vin très intéressant pour voir l'évolution du vin. Là encore, c'est aussi un sujet pour moi qui est cyclique, le rapport du temps au vin. Maintenant, on est sur des rapports de temps très courts. On peut le déplorer, mais c'est quand même la réalité. On est sur des rapports rapports de temps au vin très courts, où la majorité d'une cuvée va souvent être dégustée dans les 5 premières années, même si c'est des vins de garde. Donc c'est pour ça, j'insiste sur le côté, on peut déjà sentir le potentiel, même si c'est vrai, tu as raison, il vaut mieux insister sur le fait que ce soit des vins de garde. Et en plus, en Alsace, on a la chance d'en produire des vins de garde. On a souvent peut-être trop communiqué sur le fait de les boire assez jeunes, etc. C'est assez déplorable. Mais je pense qu'il y a une prise de conscience. De la part des particuliers, de la part des sommeliers aussi. On voit bien dans le milieu de la sommellerie que les sommeliers n'hésitent pas maintenant à proposer des vins alsaciens un peu plus anciens. Et il n'y a pas de problème parce qu'il y a les deux piliers. Ce vin d'ailleurs en témoigne et on verra aussi dans la suite. Les deux piliers de la garde, c'est quand même l'acidité, la sucrosité sur un vin qui a de la matière. Et ces deux piliers sont souvent présents en Alsace. Soit un pilier, soit l'autre, soit parfois même les deux. Donc on n'a pas de gros problèmes sur ce sujet-là. On a même plutôt des opportunités à jouer. Pour toi, le souvenir que tu as d'un Riesling Brudertal le plus ancien que tu as eu à déguster, c'est quoi? Alors moi, je suis relativement seulement à Pascal, mais j'ai un souvenir qui m'a vraiment marqué sur un Riesling de 96. Qui était une année, moi j'avais une dizaine d'années à l'époque, mais qui était un millésime relativement jeune, relativement froid. Et les millésimes froids, c'est toujours assez intéressant à voir, notamment par exemple, je pense aussi au millésime 2013, même 2014, qui sont des millésimes où on ressent
peut-être qu'au début, c'est des vins un peu moins exubérants, un peu moins opulents, mais sur la longueur, on sent le potentiel et franchement, c'est toujours très prometteur, je suis très sensible à ce côté acidité fine qui porte le vin sur la longueur. Ouais. Donc 96, ça m'avait laissé un très très beau souvenir. Et à l'époque, je crois que les vignerons n'étaient pas forcément emballés au début. Et ça s'est révélé être assez intéressant. Donc c'est un millésime qui plaisait pas forcément tout de suite sur le moment, mais avec la garde... Avec la garde, on s'est dit, tiens, c'est intéressant, ouais. Comme aussi millésime 2013, j'en ai goûté des très jolis, là, des Brudertal récemment. Parce qu'on a fait, à l'occasion d'une verticale avec mon importateur italien, dans le Piémont, on a fait une verticale, on est remonté jusqu'à 97. Donc on a vu certains très grands millésimes, notamment 2013, qui était une année froide, qui était une année complexe, parce qu'on s'est demandé si on allait avoir du vin, la floraison s'est mal passée, mais on est arrivé sur des très très belles choses au final. Comme quoi, il faut aussi se dire, en Alsace, il faut qu'on ait un peu plus confiance dans nos produits, dans nos vins, dans nos terroirs. On a vraiment une superbe diversité de sols. On peut le voir grâce à tes vidéos où on passe sur une diversité de terroirs incroyable, sur une diversité familiale, de styles incroyables. Et donc et c'est notre richesse. Et tout à fait, ouais. On peut s'amuser à l'infini sur ces variations. Peut-être juste un mot aussi, juste un clin d'œil. Moi, j'aime beaucoup évoquer quelqu'un qui n'a pas un lien direct avec le vin, mais qui a un lien direct avec Molsheim, qui s'appelle Ettore Bugatti, qui est un Italien qui est venu au début du XXe siècle fonder une manufacture d'automobile. Donc tu vas me dire, écoute Jérôme, c'est bien, mais ça n'a aucun lien avec le vin. Et au contraire, détrompe-toi. En fait, la plupart des vignerons, à l'époque, ont un peu délaissé les vignes à l'installation d'Ettore Bugatti, parce que travailler dans les usines Bugatti, ça avait vraiment, ça offrait la garantie d'un revenu stable, le prestige de travailler dans une fabrique automobile qui fabriquait et qui fabrique toujours à Molsheim quelques-unes des plus belles voitures du monde. Donc le vignoble à ce moment-là est un peu régressé, les gens ont un peu abandonné le vignoble parce que c'était dur, parce qu'on n'avait pas de garantie toujours d'avoir des revenus stables. Donc au début on a eu une influence un peu négative sur le vignoble. Et maintenant, c'est marrant parce qu'on a, ça c'était un peu le revers de la médaille, mais maintenant grâce à Ettore Bugatti et à la fondation de cette marque à Molsheim, on a plutôt l'effet inverse. On a du prestige, c'est-à-dire que les gens s'intéressent à Molsheim de par cette marque, et se disent tiens, mais en fait, il y a un très beau vignoble et il y a aussi des vins de qualité, de terroir sur ce lieu. Donc finalement, maintenant, j'en suis amené à réfléchir à lui, à me dire mais évidemment, heureusement qu'il est venu dans cette petite ville qui était déjà industrielle à l'époque, mais qui reste une petite ville de 10 000 habitants. Et maintenant, on a tout un prestige qui est entouré grâce à cette marque et par cette petite vidéo, j'ai aussi envie de lui faire un petit clin d'œil. Ouais. C'est toujours marrant de rappeler cette histoire qui a eu une influence sur le Brudertal. Ensuite, on peut enchaîner sur un muscat du Brudertal. Donc ça, c'est un assemblage de 2 parcelles dans le Brudertal. 2 parcelles qui sont toutes les 2 orientées plein sud, mais une est plutôt en altitude sur le Brudertal et la suivante est plutôt dans le bas du Brudertal. Donc c'est un assemblage 60% muscat Ottonel, 40% muscat d'Alsace, pour trouver vraiment une harmonie entre ces 2 cépages sur le Brudertal. Le muscat Ottonel me permet vraiment de ramener de la fraîcheur du fait de son altitude un peu plus élevée et peut-être une acidité un peu plus marquée sur ce vin. Pour être tout à fait honnête, le muscat, ça représente pas une portion énorme sur le Brudertal, sur d'autres grands crus non plus. Certaines personnes pensent même parfois, est-ce que le muscat c'est vraiment un cépage à même à représenter la personnalité d'un terroir? C'est quelque chose qui m'a pas mal perturbé au début. J'ai essayé de cheminer dans ma réflexion. Comment est-ce que on peut
acclimater le muscat sur un terroir comme le Brudertal, d'abord, je me suis toujours dit, écoute Jérôme, la première chose qu'il faut faire, c'est regarder ce qu'ont fait les anciens, afin de comprendre ce qu'on va faire dans le futur. Ce qu'on fait dans le présent et ce qu'on va faire dans le futur. J'ai fait un petit aparté avant sur l'étymologie du terme Brudertal. Donc je me suis dit, tiens, est-ce qu'on a des sources de muscat dans le coin, dans le passé? J'ai été vraiment surpris de voir que le muscat sur certains terroirs, notamment du nord de l'Alsace, il était présent depuis les années, on retrouve des traces écrites depuis le 16e. Incroyable quand même. Depuis le 16e, on a des traces de muscateller. Donc des gens qui se seraient dit, tiens, on va faire des sélections très précises de muscat sur certains terroirs, parce que ça fait des vins fins, des vins où on peut mettre de la valeur ajoutée, où on peut se dire, tiens, il y a quelque chose, il y a de la profondeur derrière ce vin. Donc, ça c'était la première chose qui m'a fait cheminer. Tiens, c'est peut-être quand même intéressant, Jérôme, de balayer pas tout d'un revers de main ce qui a été fait avant toi. Donc je travaille, je me dis, tiens, on va essayer de l'unifier peut-être un peu plus sec, et qu'est-ce qu'on pourrait exprimer dans ce vin? Moi, quand je le goûte, je trouve que le Brudertal amène au muscat certaines notes, tu vas me dire, Jérôme, c'est bizarre, mais des certaines notes méditerranéennes. On va avoir souvent des notes qui s'expriment sur la sauge, sur la réglisse, sur même peut-être des notes plus herbacées aromatiquement. Donc ça m'intéresse bien, ces notes d'herbes méditerranéennes. On a aussi une acidité qui est plus présente que sur un muscat qui soit planté plus bas dans les coteaux de Molsheim, ou sur des terroirs qui vont être un peu plus lourds. En termes d'onctuosité, de texture, on a aussi un certain côté enveloppant du Brudertal qui est là. Donc on a cette acidité qui supporte le vin, et on a une certaine texture qui est intéressante. Après, le défi avec ce style de vin, c'est toujours sur quel mets je me mets, je l'accorde. Sur quel plat je vais le mettre. Autant sur un Brudertal avec le Riesling en premier vin, ça nous paraissait assez clair qu'on allait pouvoir aller agrémenter forcément des plats liés notamment à la mer, sur des grands poissons, des grands fruits de mer, voire des grands fromages. Autant sur le muscat, moi j'aurais plutôt tendance à creuser le sillon, peut-être des légumes. Maintenant, on a des chefs qui nous font des trucs merveilleux avec des légumes, je vois certains chefs même locaux, ils travaillent énormément sur l'ail des ours, sur des plantes qui vont soit cueillir, soit cultiver. Donc moi, j'aurais tendance plutôt à creuser ce sillon. Que ce soit les végétaux, les légumes, que ce soit les fruits, on pourrait trouver des très très beaux accords là-dessus. Peut-être un petit mot sur le millésime. 2015. Alors là, vraiment millésime solaire, beaucoup de chaleur. On a eu une vague de chaleur quasiment continue sur 35 jours, avec des températures oscillant entre 35 et 40 degrés. C'était vraiment solaire et pas très sec. Donc ça nous a permis de rentrer des raisins mûrs d'une part. On n'a pas de soucis de blocage à Molsheim grâce aux marnes qui vont être un réservoir hydrique. Sur 2015, donc on rentre des raisins, j'allais dire très purs, très, très secs, très mûrs, sans aucune note de botrytis. Donc on va le voir sur les deux prochains vins, le Brudertal en muscat, le Brudertal en pinot gris. On va voir une matière très, très noble, mais pas de note. Souvent le botrytis, on va avoir un côté très enveloppant, très mielleux. Là, on va pas l'avoir du tout sur ces deux prochains vins. Le domaine existe depuis quand? Alors le domaine, il a été fondé en 1925 par mon arrière-grand-père, qui était notamment ouvrier dans les manufactures Bugatti, et qui avait à côté de ça, dans le temps, la plupart des gens étaient plus réactifs. C'était très rare d'avoir des gens qui avaient une seule activité.
Et donc lui, il avait notamment une activité chez Bugatti et une activité sur le coteau, évidemment, en cultivant des vignes, mais aussi en ayant un peu un cheptel. Donc, vraiment dans la tradition polyculture élevage de l'Alsace. Ouais. Ensuite, mon grand-père Lucien, lui s'est focalisé sur la vigne, donc a arrêté les autres cultures. C'est vraiment, il a aussi fait des étapes de mise en bouteille au domaine, qui était une grande étape, a commencé l'export. Donc c'est ton grand-père qui a commencé la vente à la bouteille. Tout à fait, oui. C'est mon grand-père qui a commencé ça, donc après-guerre. Mon grand-père il est né en 25. Ensuite, mon père, il a bien représenté aussi la génération, je trouve, qui a pris conscience du vignoble de par sa richesse, et surtout aussi qui était une génération qui ont fait plus d'études, avec ses études à Beaune. C'est toujours bien aussi de voir d'autres vignobles. Donc lui, il a vraiment accentué la vision des vins sur le terroir. Il a aussi accentué l'export en disséminant les vins de par le monde, et franchement c'est une très belle chose d'être reconnu en France et aussi à l'export, parce que ça permet une certaine émulation. On parle des vins mais sous différentes visions, et les gens à l'export aussi se représentent les vins d'Alsace d'une manière différente et les accordent d'une manière différente. C'est toujours, ça nourrit un peu la réflexion. Il a aussi amorcé le virage de la production biologique au domaine en 2009. Donc il a aussi fait ce travail-là. D'ailleurs, petite réflexion, c'est vrai que je parle là des hommes du domaine, mais il y a aussi les femmes. Et j'ai aussi envie de souligner le travail évidemment de ma grand-mère, de ma mère, qui ont soutenu les ventes au domaine, ont soutenu le développement de la production, que ce soit dans les vignes ou que ce soit à la vente. Et moi, je suis la dernière génération du domaine, et je travaille avec ma sœur, Marie, ma grande sœur, et on se répartit les tâches, on espère, d'une manière harmonieuse, pour toujours, asseoir le travail qui a été fait. Je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre ce qu'on veut garder en termes de tradition, il ne faut pas tout jeter, et aussi ce qu'on veut changer, c'est-à-dire amorcer certains virages. C'est toujours des partis pris, mais d'abord avoir une belle vision de ce qui a été fait concrètement, quelles sont les faiblesses, et ensuite amorcer un virage pour se trouver un style, s'y tenir, et ensuite essayer de contrecarrer les faiblesses, que ce soit les faiblesses d'appellation ou mes faiblesses personnelles, et se dire tiens, comment on s'accorde pour trouver quelque chose d'intéressant où tout le monde s'y retrouve. Donc chaque génération a écrit une ligne dans l'histoire du domaine. Quelle est celle que toi tu espères écrire? Alors, ça c'est une question épineuse. Moi, ce que je veux vraiment, et mes parents l'ont déjà largement amorcé, c'est tout d'abord s'inscrire comme les vins d'Alsace et les vins du domaine comme des vins de gastronomie. C'est-à-dire que moi, j'en ai vraiment assez que l'Alsace soit cantonnée parfois à un rôle de vin spécial, réservé à une période de l'année, ou réservé à un registre aromatique. Pour moi, on a tout à fait les armes pour être un vin en termes général. C'est-à-dire qu'il va s'accorder à beaucoup plus de périodes de l'année, à beaucoup plus de plats, j'allais dire un vin global, une appellation globale. Je suis vraiment fatigué de cette vision de vin spécial. Elle me fait peur, elle ne m'excite pas du tout. Donc, modestement, humblement, j'espère que notre génération elle va réussir à sortir de ce registre pour s'inscrire dans un vin global. Ça, c'est la première des choses. Un vin global en termes de gastronomie. Après, la chose suivante, et là c'est plutôt d'un registre personnel, ça va être une réflexion en termes de style. Chaque jeune vigneron, je pense, doit faire cette réflexion en termes de style, c'est-à-dire, compte tenu des styles qui ont été faits avant moi au sein de ma famille et au sein de mon appellation. On prend en compte ces deux choses et après on définit son propre style. Pour être tout à fait honnête avec toi, Pascal, je suis toujours sur le chemin. J'ai pas encore, à mon avis, défini complètement, en tout cas, dans mon esprit, je suis toujours sur ce chemin, j'ai pas encore fini.
Cette voie, à mon avis, ça va encore prendre au moins entre 5 et 10 ans. Parce qu'il faut une connaissance du terroir, il faut aussi sortir de sa cave. En tant que vigneron, parfois, voilà, je suis dans ma vigne, je suis dans ma cave. Ce qu'il faut aussi, c'est ne pas hésiter à sortir, voir des collègues, voir des journalistes comme toi, voir des clients, évidemment. Des clients, que ce soit des professionnels, des particuliers, mais s'ouvrir à d'autres pratiques, à d'autres visions du vin, pour ensuite revenir, disons, ouverture, fermeture, mais ouverture vers les autres, voir ce qui est possible, voir ce qui est fait, voir les succès, les échecs aussi, en tirer des conclusions. Fermeture, revenir en Alsace, se dire qu'est-ce qui est prioritaire, qu'est-ce qui fait le fondement de notre identité, et ensuite creuser le sillon. Moi, je remarque qu'en Alsace, on a toujours tendance, et moi le premier, hein, je fais mon autocritique, mais à vouloir copier les régions qui sont un succès. On veut copier le Champagne, on veut copier la Bourgogne. Très bien, quand j'ai dit ouverture aux autres, voir ce qui marche, mais ensuite, quand on revient, essayer de définir notre voie, s'y tenir et créer notre propre identité. C'est pour ça que j'ai choisi aussi une dégustation de 3 Brudertal, parce que pour moi, les grands crus, c'est quand même la ligne directrice. Parfois, on a tendance à un peu la négliger, et certains acheteurs sont un peu réticents, mais c'est sur cette voie qu'il faut avancer, parce qu'elle va nous porter. Elle va nous porter et on ne va pas être porté par autre chose, à mon sens. On peut être ouvert sur la voie des grands crus, que je veux dire, des gens défendent le monocépage, des gens défendent l'assemblage, des gens défendent la complantation, des gens défendent le pinot noir. C'est pas là-dessus que je veux discuter. Moi, ce que je veux discuter, c'est le fondement des terroirs et porter les terroirs. Après, chacun définit un peu son style, chacun le porte de sa manière, mais en tout cas, appuyer ça et se dire, tiens, je veux pas d'une vision grand cru rabais, je veux pas que ce soit juste un bonus, un faire-valoir, je veux être ambitieux, je veux aussi me dire, tiens, on peut défendre des vins à forte valeur ajoutée en Alsace, il n'y a pas de problème. La 3e cuvée, on reste sur le même millésime 2015 et on va voir, toujours sur le Brudertal évidemment, toujours sur le terroir du Brudertal, et là maintenant on va voir un cépage qui est bien connu des Alsaciens sous le nom de Tokay. Je vais me le rappeler, ça me fait toujours sourire cette histoire, qui est le Pinot Gris, qui s'appelle aussi le Pinot Bureau en Bourgogne. Donc sur le Brudertal, qui est un substrat calcaire, ça m'intéresse de travailler ce cépage d'origine bourguignonne. C'est un cépage terrien, c'est un cépage qui a bien ses racines dans le calcaire, qui aime beaucoup le calcaire, je pense. Donc à mon avis, ça a vraiment du sens sur le Brudertal. Mon père en a pas mal planté parce qu'il y croyait, il voyait bien la richesse de cet accord entre ce cépage et ce terroir calcaire. Là, le vin qu'on va déguster ensemble, Pascal, c'est un vin où, donc, un cépage, un millésime solaire, donc des raisins. Le Pinot Gris, ça a une peau très fine, ça a tendance à avoir un potentiel en sucre assez rapide sur des millésimes solaires. Là, j'ai décidé de le travailler en un double élevage, une partie en barrique bourguignonne, sec avec une malo, une partie en foudre, en style demi-sec, avec des sucres résiduels, plutôt travaillés sur le fruit. Et ensuite de faire un assemblage entre ces deux lots pour travailler un vin qui puisse un peu tirer le meilleur des deux élevages. Je comprends mieux, parce que c'est vrai que le nez me déstabilise un petit peu sur le moment de l'arrivée. Et donc ça, c'était vraiment un parti pris de se dire, tiens, mais comme je l'ai dit avant, définir un style, c'est pas quelque chose qui doit se faire en 5 minutes. On doit pouvoir utiliser certains millésimes, les premiers millésimes de ses carrières de viticulteur, de vigneron, pour se dire, tiens, qu'est-ce que je veux faire avec les outils que j'ai, et maintenant je peux y aller. Moi, j'aime bien parler de monde multifactoriel. On a un impact. Moi, j'ai la chance d'être à Molsheim,
sur des terroirs du nord de l'Alsace. Donc, pour moi, nord de l'Alsace rime avec fraîcheur, acidité, sur des calcaires. Ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut que je prenne en compte. Après, j'ai un autre facteur, le facteur historique du Brudertal, avec toute l'histoire qu'il y a autour de ce monastère et de l'impact de ces moines sur le vin. Ça, c'est un second facteur. Et ensuite, il y a évidemment le facteur vinification des cépages, accord entre les bons cépages, les bons terroirs. Moi, c'est un vin où je recherche vraiment le côté, j'ai parlé au début d'amplitude du calcaire. Moi, je recherche quelque chose d'assez ample, d'assez gras, quelque chose avec de la douceur, de la texture. J'ai l'habitude de dire ce que je veux vraiment, c'est que je veux de la dentelle, mais je veux un côté enveloppant. Vraiment un vin qui te donne la sensation un peu, une sensation comme de la soie. Le premier mot qui me vient à l'esprit, c'est un vin qui câline, quoi. Voilà, de la douceur. Ouais, c'est assez impressionnant parce que, certes, tu as du sucre résiduel, mais c'est surtout cette impression de volupté, c'est assez impressionnant, quoi. Alors, c'est un vin qui a une vingtaine de grammes de sucre résiduel. Moi, je l'ai dit en préambule, je suis pas fâché avec le sucre résiduel si on a la matière, la profondeur du vin et si on a aussi une certaine acidité. Le Pinot Gris, on a de la chance, c'est un cépage qui rassemble les deux facteurs. Donc ça, c'est plutôt chouette. C'est forcément aussi un cépage où je me cherche encore parce que c'est un cépage qui est très polyvalent. C'est-à-dire que tu peux faire un vin sec jusqu'à un vin très riche. Donc tu as une palette qui est très large. Pour l'instant, je m'oriente plutôt sur ce style de vin en demi-sec, même si ça représente quand même un certain challenge parce que en ces temps en ce moment, la mode des vins est plutôt sur des vins avec une certaine tension. Moi, je n'en oublie pas le sucre résiduel parce que ce vin, on va pouvoir l'attendre énormément. Il n'y a pas de problème. Il va pouvoir cheminer très longtemps. Donc, j'ai confiance en lui. Je me dis que c'est aussi un très beau partenaire, cette richesse, cette amplitude du calcaire et du sucre résiduel. On peut aussi la travailler sur des mets qui vont demander peut-être une richesse, que ce soit des mets, j'allais dire, basiques, même sur des plats avec j'allais dire rien que de la tomate, des plats qui n'amènent pas forcément à des vins avec trop d'acidité, ou des vins un peu plus des mets un peu plus gastronomiques comme des risottos, des fromages. On va pouvoir forcément envisager ce type de vin. C'est rigolo parce que en buvant le vin, je me suis dit tiens, on pourrait peut-être éventuellement partir sur le potimarron, tu vois. C'est typiquement le truc, je me suis dit tiens, ça irait vraiment bien avec. Ouais, tout à fait. Alors là, tu choisis le registre un peu de l'accord complémentaire. C'est ça, ouais. Vraiment pour l'accompagner. Oui, pour trouver un binôme qui soit deux sensations un peu cousines, un peu proches. Et ouais, c'est vrai qu'on pourrait aller se faire une petite soupe au potimarron pour essayer ça. Alors même revenu simplement au four avec de l'huile et manger comme ça avec un accompagnement de viande, quoi. Tout à fait. Je pense que... Ou on peut même imaginer accorder le potimarron avec que ce soit par exemple si on veut faire quelque chose de gastronomique, peut-être du homard, mais peut-être quelque chose de plus simple comme une belle texture, accompagnée avec de la crème, du beurre ou un fromage. Et là on pourrait trouver, je suis sûr, des choses intéressantes. Moi j'aime beaucoup le Pinot Gris aussi pour son côté, il peut s'accorder avec certaines épices. Le potimarron, si tu avais envie de rajouter du curcuma, du curry, on pourrait tout à fait réfléchir à ça. La sucrosité fait qu'on a la puissance pour relativiser avec des épices qui pourraient parfois écraser certains vins.
Moi, le Pinot Gris, je trouve toujours ça intéressant pour ça, ça rivalise. C'est un vin qui peut être mis en face de certains produits qui risquent pas de se faire complètement comprimer par certains mets qui sont un peu exubérants. Là, on parle de mets, l'été approche. Quel est typiquement, par exemple, le mets d'été que tu pourrais mettre face à lui? Un mets d'été. Alors, sur le Brudertal en Pinot Gris. Hein. Ouais. On pourrait partir sur quoi? Alors, moi, j'aurais tendance à privilégier, peut-être si on part sur autre chose. Donc là, tu viens de proposer un accord mets-vin complémentaire. Ouais. Moi, j'aime bien aussi toucher les accords mets-vin contrastes. Tout à fait. Un de mes fruits préférés, c'est la rhubarbe. Alors tu vas me dire, mais Jérôme, là, on va risquer un fort contraste parce que l'acidité de la rhubarbe est là, présente, forte. Et là, on est plutôt sur un vin très enveloppant avec du sucre résiduel. Dans les Pinot Gris, c'est toujours un cépage, contrairement au Muscat, au Gewürztraminer, qui a des belles acidités. Sur le Brudertal avec le calcaire, encore plus. Je pense qu'on pourrait envisager peut-être ce vin-là, mais peut-être pas sur une compote de rhubarbe, peut-être plutôt sur une tarte à la rhubarbe, peut-être pas forcément avec de la meringue, pas forcément old school, mais peut-être une tarte à la rhubarbe, mais un peu, forcément avec un peu de sucre, un peu de crème, pour l'arrondir et aller là-dessus sur un Pinot Gris. Après, si on va en arrière sur les vins, si on a parlé un peu des accords avec le muscat, je réfléchis moi toujours en termes de légumes et fruits végétaux. Et sur le Brudertal, ce côté méditerranéen, j'aurais tendance plutôt à mettre peut-être un plat avec pourquoi pas du fenouil, tu vois. Ça m'intéresserait bien. Le premier vin, on avait déjà envisagé forcément des poissons nobles. Bon, ça c'est la vision classique. Ouais. Moi, j'aime beaucoup les accords sur des fromages. Ouais. Donc, pourquoi pas aller sur des fromages avec l'acidité du Riesling pour casser le côté crémeux des fromages. Bon, après, il faut des fromages qui ont quand même un peu de caractère. Tout à fait, ouais. Face au vin du Brudertal. Mais en tout cas, moi, ce que j'ai envie de retenir sur le Brudertal, après la dégustation de ces différents vins, c'est comment est-ce qu'il peut prendre en mesure du cépage et le sublimer, lui apporter une dimension supplémentaire. Moi, quand je goûte les vins à la cave, c'est toujours ce que j'essaie de me dire. Le Brudertal, il dépasse la vision cépage, il apporte une autre chose, du fond, une complexité aromatique qui sublime le cépage. Et cette matière, il faut qu'elle ait une certaine longueur en bouche. C'est pas tous les jours simple, c'est pas toujours facile, parfois on est emballé, parfois on est un peu plus déçu, mais il faut aussi cheminer là-dedans et toujours un peu se donner une ligne de fuite à suivre, une ligne de conduite. En tout cas, merci pour cette découverte, on ne trinquera pas parce que dans le son lit, ça prouve que c'était très bien. Tout à fait, ouais, merci, et merci à toi de cette invitation Pascal.